Donc bonjour à tous, donc merci déjà d'être venus. Donc aujourd'hui je vais vous parler, donc comme on vient de le dire, d'Ethereum et comment on va réussir à prendre le contrôle sur des smart contracts. Donc l'idée ici c'est que on a eu récemment une nouvelle instruction qui est Create 2, qui a été lancée dans le but entre autres d'alléger en fait la blockchain. Et on a eu énormément de critiques de la part des développeurs sur cette nouvelle instruction, mais malgré toutes ces critiques, elle a quand même été lancée. Et il faut savoir que donc la plupart des critiques concernaient notamment la sécurité. Et le but de ce talk, donc, ça va être de montrer comment on peut justement utiliser cette nouvelle instruction pour faire des attaques. Donc je vais diviser en 5 grandes parties. Donc on aura tout d'abord une présentation globale de l'Ethereum. Ensuite, je vais vous présenter l'instruction Create 2 en détail. On va ensuite voir une proof of concept sur le redéploiement de contrats en utilisant Create 2. Et ensuite, donc, il y aura la démonstration de l'attaque finale et une vision globale des défenses qui sont à disposition contre ce genre d'attaque. Donc Ethereum, c'est une plateforme qui se repose sur la blockchain et qui va nous permettre notamment de déployer ce qu'on va appeler des smart contracts. Donc c'est des morceaux de code qu'on va pouvoir appeler derrière pour faire des appels à des fonctions, etc. Donc ici on voit une illustration d'une blockchain en fait. Donc c'est un enchaînement de blocs qui sont liés par leur hash et qui contiennent donc une série de transactions. L'idée c'est que les blocs sont construits par ce qu'on appelle des mineurs. On va pas forcément entrer dans les détails sur ce talk là. Donc maintenant, concernant les smart contracts, donc on va pouvoir déployer. Donc c'est en fait des morceaux de code qu'on va d'abord développer dans un langage haut niveau, donc en l'occurrence soit Solidity, soit Viper. On va pouvoir ensuite les compiler et on va obtenir donc un bytecode qui sera en réalité un init code, on verra plus tard les différences, et une ABI qui va servir simplement de faciliter les appels aux fonctions en fait. Une fois qu'on a notre bytecode, on va pouvoir le déployer et on va obtenir une adresse en retour qu'on pourra ensuite contacter au travers des fonctions qu'on aura mis dans notre contrat. Donc pour faire tout ça, on a besoin d'argent évidemment. Donc on a 2 types de comptes sur Ethereum. On a les externally owned accounts, qui sont les comptes utilisateurs. Ils sont protégés par des clés privées. Et on a les smart contract accounts qui donc appartiennent à chaque contrat. Donc chaque contrat a sa propre, on va dire son propre compte en Ether et donc peut faire lui-même des transactions. Donc justement pour revenir sur les transactions, donc c'est un peu ce qui gère tout dans Ethereum. Donc tout part d'une transaction finalement sur Ethereum. Une transaction, ça comporte plusieurs champs. Donc on a d'abord le champ from et to, donc c'est celui qui envoie et le destinataire. On a un champ value qui va contenir la quantité de Wei qu'on va inclure. Donc en fait, les Wei c'est une sous-unité de l'Ether, donc un Ether est 10 puissance 18 Wei. On a un champ data qui va contenir différentes choses, on va décrire plus en détail juste après. Et enfin, on a le champ start gas et gas price qui va concerner donc le gaz. Donc on va pouvoir limiter la quantité de gaz par transaction et choisir un prix par unité de gaz. Donc pour décrire plus en détail ce gaz justement, il est utilisé pour payer les mineurs et l'idée c'est que chaque instruction va coûter un certain montant de gaz en fonction de sa complexité. Et donc l'utilisateur peut fixer lui-même le prix qu'il est prêt à payer par unité de gaz. Et plus le prix sera élevé, plus la transaction ira vite en fait. Donc maintenant on va voir les 3 types de transactions qu'on retrouve le plus sur Ethereum. Donc la première c'est un transfert d'Ether. Donc là c'est une transaction normale, on n'a juste pas besoin de remplir le champ data, étant donné que c'est juste de compte à compte, on transfère juste de l'Ether. Ensuite on a le déploiement des contrats. Donc à ce moment-là on n'aura pas de destinataire puisque on déploie un contrat, donc on veut créer un destinataire finalement. Et dans le champ data, on va mettre l'init code qu'on a récupéré à la compilation. Et le 3e grand type, c'est l'appel à une fonction. Donc dans ce cas-là, on aura dans le champ data ce qu'on appelle le function selector, suivi des paramètres de la fonction. Donc le function selector, qu'est-ce que c'est? C'est finalement utilisé pour encoder le nom des fonctions. Et ça correspond en fait au hash de la signature de notre fonction qu'on va appeler. On prend seulement les 4 premiers bytes du hash. Donc on peut avoir des collisions. Dans notre cas ici, on va pas s'y intéresser, mais voilà, il faut le savoir, c'est possible. Maintenant, on va s'intéresser plus en détail à l'EVM, donc à son architecture.
on va présenter notamment les mémoires, les différentes mémoires. Donc la première mémoire qu'on va regarder, c'est la virtual ROM. Donc c'est une mémoire qui est immutable et qui va contenir le bytecode qui est en cours d'exécution. Donc à chaque transaction, on va load le bon bytecode et ensuite on va l'exécuter pas à pas à l'aide du PC. Ensuite, on a deux mémoires volatiles. Donc c'est-à-dire qu'à chaque transaction, elle sera réinitialisée à 0. Donc c'est la stack et la memory. Donc la stack, c'est la mémoire qui permet un peu de presque tout faire dans le VM finalement, parce que c'est une machine qui est stack-based. Donc la plupart des paramètres, des retours, des appels seront push sur la stack. Et la memory est utilisée plutôt pour stocker les valeurs un peu plus grandes, intermédiaires dans nos transactions. Typiquement, si on appelle une fonction à l'intérieur d'une transaction, le résultat peut être assez long. Donc on va le stocker dans la memory en fait. La dernière mémoire, c'est le storage. Donc c'est une mémoire persistante. Donc cette fois-ci, elle va coûter plus cher lorsqu'on va stocker une variable dans le storage. Par contre, si on libère de l'espace sur le storage, on va récupérer en fait du gaz. Le storage va être typiquement utilisé pour stocker nos variables, typiquement dans nos contrats. Et voilà, donc finalement, qu'est-ce que je voulais dire ? Non, mais je pense que c'est tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que le VM tourne sur chaque client et exécute chaque transaction actuellement pour avoir en fait un état global du storage stable. Maintenant, on va rentrer plus en détail dans Create 2 et donc dans l'EIP 1014. Donc un EIP en Ethereum, c'est en fait une mise à jour finalement. Donc cette mise à jour a été lancée le 28 février 2019 et elle a été proposée par Vitalik, donc le cofondateur Ethereum quand même. Et cette mise à jour introduit l'instruction Create 2. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un Create 2 alors qu'on a déjà un Create. Pour répondre à cette question, on va tout simplement comparer les deux. Donc ici, on a l'implémentation Go de l'EVM. Et en fait, si on regarde bien, on a un commentaire qui nous le dit, c'est que les deux instructions en fait sont strictement identiques. À une différence près, c'est l'adresse où le contrat sera déployé. Donc, dans le cas de Create, on va prendre le hash du retour d'une fonction LLP qui prendra en paramètre le nom de l'adresse de celui qui a envoyé la transaction et son nonce. Dans le cas de Create 2, on va également faire un hash, mais cette fois-ci on aura une concaténation en fait de 0xff du sender, un cell qui a un int sur 256 bits, et ensuite encore un hash de l'init code. Donc en fait, ce qu'on peut voir directement en regardant ces deux formules, c'est que dans le cas de Create, on ne pourra jamais obtenir deux fois la même adresse, étant donné qu'on a un nonce qui rentre en compte. Ou alors il faudrait trouver une collision sur Ketchack 256 qui est pas forcément faisable. Dans le cas de Create 2, par contre, si on imagine qu'on a une personne qui envoie, qui déploie le même contrat avec le même cell, toutes les variables sont identiques, donc on aura la même adresse. Donc ça en fait c'est pas du tout étonnant, étant donné que c'était le but de Create 2. Donc en fait le but finalement c'était de pouvoir précalculer les adresses, de pouvoir déployer son contrat seulement au moment où on en a besoin, et de pouvoir ensuite le supprimer dès qu'on n'en a plus besoin, et le redéployer après si on en a besoin encore. Donc le but c'était vraiment d'alléger la blockchain en pouvant seulement le déployer uniquement quand on a besoin. Maintenant, est-ce que c'était vraiment une bonne idée ? Donc ici on a des posts que j'ai pris sur des forums, etc. Donc là on voit qu'il date de 8 février, donc avant le déploiement de Create 2. Et on a déjà des personnes qui faisaient mention en fait des problèmes qui allaient arriver. Donc ici par exemple on a Carver qui disait qu'on pouvait encore l'enlever complètement, c'était pas trop tard. Ici on a Morelian qui qui propose déjà qu'on pourrait théoriquement déployer des contrats différents à la même adresse. Et on a également un blog qui nous dit comment découvrir des façons fun de perdre son argent en fait avec Create 2. Donc au final maintenant on va étudier l'init code parce qu'on a vu, si on revient avant, que finalement ici l'adresse du sender elle peut être fixée assez facilement. On peut choisir qui envoie les transactions. Le cell est arbitraire, donc on peut également le fixer. Et finalement la seule variable qui décide de l'adresse, ce sera l'init code. Donc l'idée c'est qu'on va s'y intéresser un peu plus en détail. Donc un init code c'est utilisé durant la création et uniquement durant la création d'un contrat. Et le but de ce code en fait c'est d'initialiser la mémoire du contrat et de retourner
le runtime bytecode. Donc c'est le bytecode qui sera stocké réellement sur la blockchain. Donc pour mieux le comprendre, on va prendre un petit exemple, donc un contrat Hello World. On a une variable owner que l'on affecte dans le constructeur, et ensuite on a une fonction qui affiche Hello World. Donc cette fonction, quand on la compile, enfin ce contrat pardon, on obtient un init code comme ça. Donc c'est pas très lisible, mais l'idée c'est que la partie en rouge c'est réellement l'init code et la partie en noir c'est le runtime bytecode. Donc le rouge va retourner le noir après avoir initialisé la mémoire en fait. Donc si on s'intéresse à la partie en rouge uniquement, on va s'intéresser en fait à ce qui se passe entre l'instruction 33 et 55 dans ce cas-là. Et la deuxième partie qui est en bleu ici, on s'y intéressera plus tard, mais là pour le moment l'idée c'est qu'en fait c'est la partie qui va retourner le runtime bytecode. Mais on la reverra plus tard. Donc ici vous avez la stack après chaque instruction. Donc là l'idée c'est que je vais passer assez vite parce qu'on fait pas mal de petites opérations qui sont pas forcément intéressantes à analyser. On va faire beaucoup de masking, etc. Donc là on avance. Et l'idée c'est qu'à la fin, quand on va arriver donc sur le 55, on va avoir une stack qui est comme ça. On appelle le 55 c'est un storage store, donc S-store. Donc on va bien stocker en fait dans le storage, donc dans la mémoire persistante, à l'emplacement 0, donc c'est notre première variable. On va stocker la valeur caller qui correspond à message.sender. Donc en fait, tout ce qu'on a fait là, c'était finalement le constructeur. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il serait possible donc de déployer un contrat différent avec le même init code? Parce que si c'est le cas, avec Create2, on pourrait le déployer à la même adresse, ce qui est intéressant. Alors c'est totalement possible, et l'idée c'est de créer un init code qui va faire plusieurs choses. Donc en premier, il va récupérer une adresse d'un contrat existant via une fonction, via un call à la fonction en fait. Ensuite, il va copier ce bytecode dans sa mémoire locale et il va le retourner pour le déployer. Alors là, j'ai mis à une adresse choisie entre guillemets, puisqu'on pourra la contrôler, mais on pourra pas directement la choisir, étant donné que c'est un hash. On ne pourra pas choisir exactement quelle adresse on veut. Donc ici, un petit schéma pour expliquer mieux. Donc on aura un contrat factory qui est là pour fixer l'adresse du sender en fait, qui va contenir un init code custom, donc qu'on va créer nous-mêmes, une adresse d'un contrat existant et deux fonctions, donc cette fonction qui va retourner l'adresse et une fonction qui va déployer un contrat. Au moment où on appelle deploy, on arrive dans le contexte d'exécution de l'init code. Donc à ce moment-là, on n'a plus du tout accès au contrat factory. Et le but, ça va être d'appeler getAddress. Donc comment on va appeler une fonction à un contrat où on n'a plus accès? On va en fait utiliser à nouveau l'instruction caller, puisque au moment du deploy, le caller c'est la factory. Donc on va pouvoir appeler la fonction getAddress à l'adresse caller en fait. C'est l'idée pour récupérer l'adresse factory. Une fois qu'on a l'adresse, on va pouvoir utiliser des instructions pour copier le bytecode et ensuite retourner le bytecode pour déployer notre contrat. Donc ça, en termes d'init code, ça va se représenter sur quelque chose comme ça. Donc l'idée là, c'est qu'on a donc chaque instruction, son OP code et ensuite la stack et la memory après l'instruction. Donc on va pas s'intéresser dans les détails, c'est pas forcément utile. Ce qui est intéressant, c'est les lignes qui sont surlignées en jaune. Donc la première ici, c'est un static call. Donc c'est un static call, c'est juste un call qui ne peut pas modifier le storage. On fait ça juste pour payer moins de gaz en fait. Donc le static call dans ce cas-là, on voit qu'on va appeler l'adresse caller, donc la factory. En paramètre, on va mettre ce qui se trouve dans la mémoire à l'emplacement 28 d'une taille 4, donc cette chose-là qui correspond en fait au sélecteur de la fonction getAddress. Et la valeur de retour sera aussi stockée en mémoire. Donc après ce call, on a l'adresse de notre contrat à redéployer en mémoire. Ensuite, on va prendre la taille du bytecode qui est stocké à cette adresse. On va copier ensuite son bytecode et on va pouvoir le retourner. Donc ce contrat, en fait, il va pouvoir redéployer un contrat existant. C'est le but. Donc maintenant, une petite démo pour montrer comment ça fonctionne. Donc là, on a un contrat factory qui a donc la fonction deploy qui appelle create2. On a une fonction getAddress et une fonction setAddress pour choisir quelle adresse on veut redéployer. Pour la démo, j'ai choisi un contrat très simple en fait qui va ici mapper un nom à une adresse pour permettre ensuite d'envoyer de l'argent soit à un nom, soit à une adresse. L'idée c'est juste de donner un exemple simple. Donc par exemple on va dire Bob à l'adresse 0x quelque chose et on pourra ensuite envoyer de l'Ether soit
directement à Bob avec la traduction de l'adresse ou à une adresse en fait. Le script de démo, donc, l'idée c'est qu'on va d'abord déployer nos 3 contrats, donc le contrat factory, contrat legit qui est le contrat de base et un contrat malicieux qui va donc reprendre dans les grandes lignes le contrat legit en modifiant quelques petits trucs. On va ensuite checker la quantité d'ethers que possèdent les 3 personnages de notre démo, donc Bob, Alice et l'attaquant. Et ensuite, l'idée c'est que là, ici, Bob va appeler cette adresse pour choisir l'adresse de son contrat legit qu'il veut redéployer. Et il va appeler deploy ici, avec 0 comme cell. Dans un deuxième temps, il va utiliser son contrat. Donc, il va ajouter un contact et transférer un ether à son contact. Et enfin, l'attaquant, il va appeler une fonction close contract, donc qui était présente dans le contrat legit, qui va en fait détruire le contrat. Il va appeler cette adresse avec son contrat malicieux cette fois-ci, et il va redéployer avec le même cell. Et enfin, Bob va refaire exactement ici le même appel qu'ici, et on va voir qu'il va se passer autre chose en fait. Donc, si on lance le test, donc là, on a déployé nos contrats. Donc on voit les adresses des contrats qu'on a déployés, l'ether que possède chaque personne, et ensuite l'adresse qu'a set Bob dans le contrat factory. Ensuite, donc ensuite là on voit l'adresse qui a été déployée par le create2, donc 0x884a. Et maintenant Bob va utiliser le contrat. Donc il va envoyer un ether à Alice. Donc ici on voit que Bob il a bien perdu un ether, un peu plus avec le coût de la transaction. Alice a bien gagné un ether, donc l'attaquant n'a pas bougé. Donc tout va bien. Maintenant l'attaquant va détruire le contrat, set l'adresse à son contrat malicieux. Ici on voit que le contrat malicieux a redéployé à la même adresse. Et cette fois-ci si Bob refait son même appel, c'est l'attaquant qui a reçu en fait l'ether. Donc ça c'était juste pour montrer comment on pouvait redéployer un contrat à la même adresse. Cette démo elle a quand même beaucoup de limitations. Donc notamment le contrat doit être destructible puisqu'on appelle une fonction close contract, et payable, ça veut dire qu'il doit pouvoir recevoir de l'argent. Ça c'est quelque chose qui est souvent incompatible dans Ethereum. Les gens vont pas donner de l'argent à un contrat qui peut disparaître. Donc c'est une grosse limitation. Ensuite l'utilisateur doit configurer à la main le contrat dans la factory en appelant cette adresse. Et enfin le contrat est obligatoirement une copie d'un contrat existant. Donc ça fait quand même beaucoup de limitations. Donc l'idée ce sera d'améliorer cette attaque. Le but c'est de ne plus avoir besoin de self-destruct dans le contrat initial, de ne plus avoir besoin de configurer à la main et de ne plus limiter les contrats à une copie. Donc en fait on va essayer d'enlever le maximum des limites. Donc pour ce faire j'ai développé un script en JavaScript qui va en fait agir sur le bytecode, l'initcode en fait du contrat. Donc la première étape ça va être de récupérer de l'information sur l'initcode. Donc ici, on va chercher ce long pattern dans l'initcode du contrat. Et ce pattern va nous permettre de récupérer la taille et l'offset du runtime bytecode. Donc si on reprend notre exemple du début et qu'on analyse la fameuse deuxième partie, en fait, on voit que ce qu'on va faire, c'est qu'on va push des values. Et après, on va appeler code copy. Donc code copy, c'est une instruction qui va copier le bytecode qui se trouve en fait dans le champ data de la transaction. Et dans ce cas-là, il va le copier depuis l'offset 0,60 d'une longueur 1C0 dans la mémoire l'emplacement 0. Donc on a bien retrouvé notre offset et notre longueur, et c'est ce qu'on cherchait en fait. Si on continue le bytecode, il va simplement faire un return derrière. Donc on return bien la mémoire depuis 0 jusqu'à 0 plus 1C0, ce qui correspond bien au bytecode qu'on vient de loader. La deuxième étape, ce sera d'énumérer les fonctions présentes dans le contrat. Donc cette fois-ci, on va chercher ce pattern-là. En fait, c'est un pattern qui est utilisé par ce qu'on appelle le dispatcher dans le bytecode. Donc, pour mieux le comprendre, on peut prendre un exemple. Donc ici, on a un exemple du début d'un contrat, en fait, qui est reverse. Donc ici, dans le carré bleu, on va simplement s'assurer que le champ data contient au minimum 4 bytes. Pourquoi ça? Parce que si il contient moins de 4 bytes, en fait, ça veut dire que la fonction qu'on veut appeler n'est pas valide, étant donné que c'est codé sur 4 bytes.
Ensuite, on a le carré vert ici qui va s'occuper d'extraire le sélecteur du champ data. Et ensuite, la succession de carrés jaunes, c'est le fameux dispatcher. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va dupliquer le sélecteur qu'on vient de push sur un stack. Ici, on va push ensuite une valeur immédiate qui correspond à une des fonctions présentes dans le contrat. On va comparer les deux valeurs et si elles sont identiques, ça veut dire qu'on a appelé cette fonction-là. Donc, on va jump et exécuter en fait la fonction. Si on arrive tout en bas et qu'on n'a toujours pas trouvé d'égalité, c'est qu'en fait on a appelé une fonction qui est pas présente dans le contrat, donc la transaction sera annulée. Donc l'idée en fait de cette étape, c'est de récupérer toutes les fonctions présentes dans le contrat, et ensuite on va pouvoir les analyser. Donc c'est une analyse assez simple qui concerne encore la recherche d'un pattern en fait, qui est utilisé uniquement dans les fonctions non payable, c'est-à-dire les fonctions qui peuvent pas recevoir d'Ether. Donc là, si on reprend un exemple de bytecode, ici on a notre pattern. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord récupérer la valeur qui se trouve dans le champ value. On va comparer cette valeur à 0. Et donc si elle vaut 0, on exécute notre fonction. Sinon, on va revert en fait la transaction. Donc le but de trouver une fonction non payable sera pour la dernière étape qui sera l'insertion d'une backdoor en fait. L'étape 4, c'est d'insérer notre self-destruct. Donc on a vu qu'on n'en avait plus besoin. En fait, on n'en a plus besoin dans le contrat initial, mais on va l'insérer à la main pour pas que l'utilisateur s'en rende compte en fait. Donc là, le but sera de trouver une instruction invalide. Donc il existe une instruction Ethereum qui est désignée comme invalide pour stopper l'exécution de l'EVM en fait. Et on va insérer un self-destruct juste avant. Alors pourquoi on l'insère ici? C'est tout simplement pour éviter de devoir changer les offsets de tous les jumps, puisqu'en Ethereum, les jumps sont absolus. Donc si on insère au milieu de notre bytecode une instruction, on va devoir décaler tous les jumps qui suivent en fait. Ensuite, on devra modifier la longueur du runtime bytecode qu'on a récupéré dans l'étape 1, puisque si on la modifie pas, évidemment, notre bytecode sera tronqué. Donc c'est pas le but. Et enfin, la dernière étape, c'est d'insérer une backdoor dans une fonction qui est non payable. Donc le but, c'est qu'avant notre script, la fonction revert, dans le cas où on envoie de l'Ether, et après notre script, si on envoie de l'Ether, en fait, elle va jump au self-destruct. Donc l'idée, c'est que pour trigger la backdoor, on va donc envoyer de l'Ether sur une fonction non payable, qui va ensuite détruire le contrat. Donc comment utiliser ce script dans la vraie vie? Parce que bon, c'est quand même pas si simple. Bah, pour ce faire, en fait, l'idée, ce serait de déployer en fait un site web en fait qui va faire plus ou moins ce que fait actuellement Remix. Donc pour ceux qui connaissent pas Remix, c'est un IDE en ligne qui permet de développer, déployer et utiliser des contrats. Donc l'idée serait de créer un site web. Alors là dans l'exemple, il est très simpliste parce que je suis pas pro du front-end. Mais l'idée serait de faire un truc vendeur avec par exemple de l'audit de code, etc. Quelque chose qui donne confiance à l'utilisateur en fait. Donc là l'idée c'est que l'utilisateur va développer son contrat, donc un contrat Hello World très simple. Il va pouvoir le compiler, le déployer. Donc l'idée c'est vraiment de rester très simple. Donc là en 2 clics il déploie son contrat. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au moment de la compilation notre script a run côté serveur. Et donc le bytecode qu'il déploie à l'heure actuelle, c'est un bytecode qui est modifié en fait, sans qu'il le sache. Donc maintenant, dans un deuxième temps, on va tester en fait le contrat. Donc on va d'abord déclarer l'ABI du contrat pour faire des calls plus simples. On va ensuite déclarer le contrat avec l'adresse. Donc ça, c'est utilise en fait des packages JS qui facilitent en fait l'utilisation. Et ensuite, donc avant de tester le contrat, on va regarder comment il s'est déployé en fait, parce que c'est assez intéressant. Donc ici, si on zoome, hop. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans le déploiement, si on regarde dans les transactions internes, on voit 2 static calls. Donc tout à l'heure, on n'en avait qu'un seul dans l'init code que j'ai montré. Là, étant donné qu'on a enlevé la limitation qui disait qu'on était obligé de redéployer un contrat existant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va stocker le bytecode sur notre factory. Et on aura un des static calls qui va appeler une fonction qui retourne la longueur, et un autre qui appelle une fonction qui retourne le bytecode. Donc de cette façon, en fait, on n'a plus la limite du redéploiement uniquement. Et en plus, le fait de pas redéployer un contrat permet de réduire le coût de déploiement.
ce qui fait que l'utilisateur va moins se rendre compte qu'il se fait avoir. Donc là, on appelle la fonction render hello world, donc ça retourne hello world, tout va bien. Ensuite, on va appeler la fonction getCode qui va juste permettre de récupérer le bytecode. Donc c'est juste pour montrer, voilà, donc notre bytecode existe bien, il est là. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est l'attaquant. Cette fois-ci, on est dans la peau de l'attaquant. Et donc là, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un send transaction. L'adresse, ce sera l'adresse du contrat hello world. Et il va appeler la fonction render hello world. Donc dans data, on aura le sélecteur de render hello world avec une value différente de 0. Donc là, l'idée, c'est qu'il va trigger en fait la backdoor. Donc pour savoir quelle fonction contient la backdoor, il peut simplement copier le bytecode, le reverse et lui regarder où est-ce qu'il doit envoyer la transaction en fait. Donc une fois que ça c'est fait, donc là j'ouvre juste la transaction. Maintenant on va refaire en fait l'appel à getCode. Et normalement si tout s'est bien passé, on devrait obtenir rien du tout étant donné qu'on est censé avoir détruit le contrat en fait. Donc, on exécute. Et là, effectivement, on a 0x. Donc, le contrat n'existe plus, il a été détruit. Et si on va regarder la transaction qu'on vient de faire, on voit bien qu'on a un transfert de dway, puis un self-destruct. Donc, tout s'est bien passé comme prévu. Donc, à ce moment-là, le contrat n'existe plus. Et donc, le but de l'attaquant maintenant, ça va être de vite le remplacer avant que l'utilisateur se rende compte. Donc, il va déclarer la factory, là, dans ce cas-là. Donc la billet est un peu plus gros évidemment. On déclare ensuite donc le contrat. Et ensuite on va appeler la fonction setCode. Donc tout à l'heure on avait set adresse, là on a setCode, ça fait la même chose, au lieu de set l'adresse, ça set le bytecode du coup, qu'on veut déployer. Et donc une fois qu'on a set le bon bytecode, on va pouvoir déployer le contrat. Donc ici dans ce cas-là, on va appeler deploy avec le cell 1. Alors là, le but, c'est de mettre le même cell que l'utilisateur. La question, c'est comment est-ce qu'on récupère ce cell qui vaut 1? C'est pas forcément évident. En fait, c'est pas si compliqué non plus. On a juste à aller voir le contrat factory. On a la liste de toutes les transactions sur Etherscan. On va chercher en fait dans toutes les transactions celles qui nous intéressent. Donc pour savoir celles qui nous intéressent, on va aller dans la transaction, regarder les transactions internes. Et en fait, ici, à chaque fois, on aura l'adresse du contrat qui a été déployé. Donc nous, on veut cibler un contrat particulier, on connaît son adresse. Donc on va juste chercher dans toutes les transactions jusqu'à trouver celle qui pointe sur le bon contrat. Et une fois qu'on aura trouvé la bonne, on va pouvoir aller dans State Change. Et ici, on voit tous les changements qui ont été faits dans le storage. Et donc là, dans ce cas-là, je vais zoomer. Dans ce cas-là, le cell, il est stocké à cette adresse-là et on voit qu'il est passé de 1 à 2. Donc on sait que le cell 1 a été utilisé. Donc maintenant qu'on a déployé avec notre cell 1 qui était le même que l'utilisateur, on s'attend normalement à ce que le contrat soit remplacé. Donc on attend jusqu'à la transaction se termine, voilà. Et maintenant si on appelle render hello world, donc on a écrit la même ligne, bah cette fois-ci, il y a been hacked. Donc là l'idée en fait de cette attaque, ce qui est très puissant en fait, c'est que l'utilisateur en 2 clics déploie son contrat, il se rend compte de presque rien, et en fait derrière on peut complètement prendre contrôle sur ce contrat en fait. Il y a une chose intéressante que propose Etherscan, c'est si on va voir le contrat Hello World, on a en fait un petit mot là, reinit. Donc ça c'est une feature très intéressante d'Etherscan. Si on va dedans, on peut voir qu'ils nous mettent même un texte. Donc le contrat a été détruit, puis redéployé avec un nouveau bytecode. Donc Etherscan nous le signale quand même. Bon ça sous-entend qu'on doit aller voir Etherscan pour savoir si notre bytecode est bon ou pas. Donc ça c'était pour la démo. Et donc maintenant pour conclure un peu cette présentation, je vais présenter les défenses qu'on a à disposition contre ce genre d'attaque. Donc la première défense c'est ce que je viens de montrer, donc soit via Etherscan, soit via instruction external code hash qui retourne juste la signature du bytecode. On peut déterminer si le bytecode a changé ou pas. Ça c'est un bon moyen de se défendre, par contre c'est un moyen tardif. C'est-à-dire que si vous avez de l'Ether sur un contrat, votre contrat a été détruit, votre Ether est perdu. Donc vous avez limité les dégâts, par contre les dégâts sont là. La deuxième défense elle est beaucoup plus brute, on va dire.
c'est carrément de plus faire confiance au contrat déployé par Create 2 et surtout de faire attention à ce qui se cache derrière les delegate call et les call code. Alors qu'est-ce que c'est? L'idée c'est que si un contrat A fait un delegate call vers un contrat B, le contrat B a le contrôle en fait du contrat A dans ce call. C'est-à-dire que si B appelle self-destruct, il détruit A. Donc l'idée c'est pas juste de regarder est-ce qu'il y a un self-destruct dans ce contrat, parce que s'il y a un call code, il peut cacher d'autres call codes, etc., qui finissent à un moment donné sur un self-destruct et votre contrat est détruit. Donc on veut pas juste analyser simplement est-ce qu'on a un self-destruct ou pas. On est obligé vraiment d'analyser en profondeur toutes les possibilités qu'il y a de détruire le contrat. Donc ça, c'est des défenses qui sont vraiment assez complexes, surtout pour les utilisateurs qui sont pas forcément aguerris sur Ethereum. Donc au final, ici j'ai mis plusieurs liens sur des blogs et des forums qui sont assez intéressants, qui parlent aussi de Create 2. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller les lire, c'est assez intéressant. Et puis sinon, merci pour votre attention. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour cette présentation. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Bonjour, merci déjà pour la présentation. Je me demandais, alors je connais pas très bien Ethereum, la question est peut-être pas très pertinente, mais je voudrais savoir en fait, est-ce qu'il y a d'autres fonctions que self-destruct qui pourraient être utilisées pour exploiter de cette manière-là? Voilà. Alors, je ne pense pas, honnêtement. C'est une bonne question, mais en fait, self-destruct, c'est la seule, il me semble, qui détruit les contrats, et on est obligé de le détruire pour pouvoir le redéployer. Si on redéploie une adresse qui contient déjà un bytecode, en fait, il va nous refuser la transaction. Donc on est obligé à un moment donné quand même d'avoir un self-destruct. Mais encore une fois, il peut être caché profondément dans des appels récursifs. C'est l'idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, merci pour la présentation. Quel est le taux d'acceptance de Create 2? Combien de contrats ont été déployés? Alors ça, j'ai par rapport au Create normal. Honnêtement, j'ai pas du tout les stats pour ça. Vu la controverse qu'il a créée, je pense pas forcément que beaucoup de gens l'aient utilisé, mais je pense quand même qu'il a été utilisé. Pour checker en fait si un contrat a été déployé avec Create 2, on peut le faire, je pense assez simplement, en retrouvant simplement la transaction qu'il a créée. Et à partir de là, si on reprend tous les paramètres qu'on a dans la fonction de Create 2, dans le calcul, on peut savoir s'il a été déployé ou pas avec Create 2 en fait. Mais je sais pas combien il y a d'adresses, combien de contrats, je sais pas exactement. Au niveau Solidity et Viper, quelles sont les instructions à mettre pour choisir la Create ou Create 2? Alors, je peux remontrer sur un slide ça. Il était ici, là. Donc ici, on le voit ici là, on appelle donc on fait de l'assembly en fait dans Solidity. Je crois que c'est la seule manière d'appeler Create 2. Et donc ici on appelle Create 2 et on peut appeler aussi Create normal. C'est comme ça qu'on le choisit. Maintenant, je crois que si on fait une transaction et le champ tout est vide, de base c'est un Create qui va faire normalement. Ok, donc le défaut en Solidity reste Create. Si j'appelle send transaction et que dans mon champ data je mets mon init code, je vais faire un Create. Par contre, depuis Solidity, on peut faire des Create 2. C'est ça l'idée. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres? D'abord, merci pour la présentation, c'était vraiment super. Dans ta méthodologie de travail, t'es parti du fait que Create 2 semblait être vulnérable et t'as construit dessus, ou bien c'est commencé avant, et une fois que tu savais par où t'as commencé, c'était quoi la première étape? En fait, la première étape, c'est que j'ai vu Create 2. Déjà, quand on voit un truc 2, ça paraît bizarre. J'ai investigué et j'ai vu aussi que des gens parlaient déjà de ça. Et donc, j'ai décidé de développer ça, en fait. Et du coup, t'es passé par où? La première chose que t'as fait pour observer le problème? En fait, on le voit tout de suite, le problème du redéploiement. Enfin, c'est-à-dire que on voit tout de suite qu'on peut redéployer. Maintenant, l'idée, c'était de trouver l'init code qui peut le faire.
Donc après, j'ai commencé à chercher plus dans le l'init code, le bytecode. Je suis allé en plus bas niveau pour chercher comment faire ça, ouais. Parfait, merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que les développeurs ont réagi par rapport à ce genre d'exploit? Ils en ont parlé. Ils ont dit comment, ils ont proposé en fait des factories safe entre guillemets. Maintenant tout le monde est au courant, Vitalik est au courant, il dit que c'est le comportement attendu. Donc non, il y a eu des, je sais pas si c'était des Skype ou des appels en fait avec Vitalik et des développeurs qui lui exposaient le problème, mais il avait pas l'air de trouver ça grave. Donc Ok. en fait Vitalik considère que c'est aux utilisateurs de faire attention. Ok, ça marche. Parce que c'est une attaque qui prend seulement l'avantage de la non-connaissance finalement de l'utilisateur. Mais c'est vrai que... Ouais. Après, je pense que on peut quand même s'attendre, avec l'arrivée du WebAssembly, je sais pas si on le laisser dedans, parce que je sais qu'il y aura du sharding. Donc étant donné que le but c'était d'alléger la blockchain, si on a du sharding, la blockchain sera forcément allégée. Donc j'espère qu'ils vont l'enlever à ce moment-là, ça serait logique, mais... on n'a rien de sûr. On a encore le temps peut-être pour une dernière question. Je me demandais dans la pratique, est-ce qu'il y a d'autres scénarios d'exploitation envisageables à part on va dire l'éditeur de code malicieux? Ouais. Ce que je me dis, c'est que finalement, si on est un attaquant, on met en place donc un IDE malveillant, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire finalement. On n'a pas nécessairement besoin d'exploiter cette vulnérabilité. Est-ce qu'il y aurait d'autres scénarios en pratique en fait qui sont déjà connus, qui permettent de faire ça? Un scénario autre que Create 2 du coup, c'est ça la question. Oui, tout à fait. Ouais. On a eu par le passé des scénarios avec les contrats proxy. Donc en fait c'était un contrat qui, en fait on faisait un appel sur un contrat qui redirigeait vers un autre, et en fait il pouvait rediriger vers celui qu'il voulait entre guillemets. Donc il y a eu ça par le passé effectivement. Après j'ai pas connaissance d'autres types comme ça, mais ouais il y a déjà eu par le passé, ouais. D'accord. Alors en fait, quand je vous avais demandé ma question précédente, est-ce qu'il y a autre chose que self-destruct, je pensais effectivement à des fonctions de type proxy qui pourraient permettre ce genre de... Ouais, ça c'est... typiquement, si un contrat fait un delegate call à une adresse qui est stockée dans son storage, si on change cette adresse, le delegate call change. Donc oui, c'est possible, ouais. Ok, merci. Voilà. On peut remercier encore Olivier pour sa présentation. Merci.